intitulé Les causes de la Première Guerre mondiale, le partage du monde et l'apport du mouvement social. Cet article est tiré de l'ouvrage de Jacques Pauwels. Donc, c'est un article très intéressant car c'est une de ses interviews. Et dans cet article, il nous dit ceci. En général, on explique la Grande Guerre comme ceci. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu. On prétend que personne ne l'avait vu venir, que personne ne l'avait voulu. En réalité, les nuages de la guerre s'accumulaient depuis 20 ans. Une guerre était nécessaire et les élites politiques de l'Europe la voulaient car elles estimaient qu'une guerre allait réaliser pour elles des choses fantastiques. Voilà des années que Jacques Pauwels est plongé jusqu'au cou dans l'histoire des révolutions et des guerres. Il a déjà publié de nombreux ouvrages sur le sujet, etc. etc. Et donc, c'est l'ouvrage, cet article tiré de cet ouvrage, 1999, que nous avons parlé tout à l'heure. Il a aussi ajouté ce que cette citation que nous avions déjà parlé. Depuis tous les pays n'étaient pas satisfaits de leur part. Sur le plan des colonies, l'Allemagne était le parent pauvre. Elle pensait pouvoir phagocyter la Belgique. La Grande-Bretagne était d'ailleurs prête à signer un accord à ce propos. Et pourtant, on nous dit que la Grande-Bretagne a attaqué l'Allemagne parce que l'Allemagne a violé le traité qu'il avait signé concernant la neutralité de la Belgique. Et donc, il dit ici que la Grande-Bretagne était d'ailleurs prête à signer un accord à ce propos. Il ne fallait pas nécessairement en arriver à une guerre. La concurrence entre les pays impérialistes pouvait également être résolue par des accords mutuels. Parmi les Anglais, il existait un groupe assez important qui aurait préféré collaborer avec l'Allemagne plutôt qu'avec la France. Pour satisfaire les Allemands, ces gens étaient prêts à céder le Congo belge à l'Allemagne. Donc, les gens trop pauvres, on pouvait s'en débarrasser en les envoyant dans ces colonies. L'impérialisme était donc aussi une manière de résoudre les problèmes sociaux. Les pauvres pouvaient faire carrière dans ces colonies. De la sorte, ils se muaient en patriotes au lieu de rester des emmerdeurs et les laissant intervenir de façon agressive dans les colonies et ne posaient plus le moindre problème dans la métropole. Donc ici, il dit que vous dites que l'enjeu, c'était des colonies. Pourquoi, dans ce cas, n'ont-elles pas mené la lutte dans les colonies même? Jacques Pauwels. Cela aboutit à une guerre mondiale parce qu'il s'agissait de possessions impérialistes. Mais cette guerre se déroula en Europe parce que les pays impérialistes étaient principalement des pays européens, à deux exceptions près, les États-Unis et le Japon, qui ont pu se permettre de ne pas intervenir directement. D'autres pays ont un peu attendu, comme l'Italie et la Bulgarie, mais ils y sont finalement allés quand ils ont compris qu'il y avait quelque chose à gagner dans l'avenir. Donc, il va nous expliquer ici quelque chose de très important. Pourquoi la Grande-Bretagne voulait-elle la guerre avec l'Allemagne? Jacques Pauwels. La puissance politique et économique de la Grande-Bretagne s'appuyait sur le contrôle des sept mers. Britannia rule the waves. La Grande-Bretagne règne sur les mers. La flotte britannique devait rester aussi importante que toutes les autres flottes ensemble afin de pouvoir dominer n'importe qui. Donc c'est la question de la domination du leadership mondial. Mais fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les Allemands se mirent eux aussi à construire des navires. Il s'agissait de navires modernes qui ne naviguaient plus au charbon mais au pétrole. La Grande-Bretagne avait du charbon mais pas de pétrole.
etc. Donc, ici, ce que nous voulons comprendre ici, c'est que la Première Guerre mondiale était une guerre d'abord économique. Cette guerre économique a conduit les Européens à faire la course vers l'Afrique pour s'accaparer plus de territoires, plus de colonies, plus de matières premières, plus de marchés, entre autres, pour justifier leur domination. Mais aussi, surtout ce qui nous intéresse ici, c'est entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Parce qu'à l'époque, l'Allemagne était la puissance montante qui voulait récupérer les colonies britanniques et françaises pour devenir la première puissance mondiale, en fait prendre la place de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne avait peur à faire la guerre à l'Allemagne pour rester la puissance dominante. Nous allons finir cette partie avec la stratégie du chaos que nous avons parlé tout à l'heure. Donc à la page 30-35. Il dit 14-18. Le nouveau partage du monde par la guerre. À l'école, on apprenait aux enfants que durant la Première Guerre mondiale, la France, la Belgique et les autres alliés défendaient la fierté patriotique face à l'envahisseur allemand. En face, on disait exactement le contraire. Mais si 10 millions d'hommes sont morts dans cette guerre interminable et atroce, s'il était difficile dans les années 20 pour une femme française, mon mari était simplement pour une question de fierté nationale, on croit mourir pour la patrie. Le discours national et patriotique était une tromperie à grande échelle, comme l'exprimait un grand écrivain de l'époque, Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, industriels de la métallurgie, de la chimie et aussi des banquiers. La Première Guerre mondiale avait trois enjeux, tous économiques. Le charbon et l'acier de l'Alsace-Lorraine, richesse minérale et industrielle alors fondamentale, le contrôle des Balkans, Serbie, Croatie, Bosnie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, etc. Pas tant pour leurs ressources, mais parce que point de départ de la route des Indes. Le nouveau partage des colonies africaines où l'Allemagne avait été désavantagée. Donc, quand vous voyez ces trois enjeux, apparemment, ils sont très liés. Parce que quand l'Allemagne a envahi la France en 1870-71, il a pris l'Alsace et la Lorraine. Il a voulu augmenter sa force, sa puissance pour en fait concurrencer la Grande-Bretagne. Et alors, le contrôle des Balkans, c'était entre la France, l'Allemagne, la Russie, etc., l'Autriche-Hongrie. Là aussi, c'était une question de puissance pour aller faire plus de colonies, mais aussi pour occuper des points stratégiques. Et l'enjeu principal, c'était le nouveau partage des colonies africaines. Il dit ici, chacun veut sa part du gâteau. Le partage des colonies s'était effectué sur base d'un rapport de force de l'époque. Les plus puissants, Londres et Paris, avaient pris les plus grosses parts du gâteau colonial. Les autres avaient reçu les mieux. Mais entre-temps, les rapports de force économique avaient été bouleversés. Entre 1898 et 1913, les parts britanniques et françaises dans l'économie mondiale n'ont cessé de baisser, tandis que la part allemande s'accroissait rapidement. Même chose pour leur investissement à l'étranger. Or, la première grande crise économique du capitalisme frappe en 1873. Elle accentue la bataille pour les matières premières et donc pour les colonies. La montée de l'Empire allemand. Devenu très puissant sur le plan économique et en fait
unifié sur le plan politique, le nouvel empire allemand entre alors en contradiction permanente avec les empires français et britanniques. Face à cette montée d'un empire allemand, français et britannique veulent défendre leur position et conserver leurs colonies. C'est une question de survie économique. La guerre de 14-18 n'est donc pas une guerre entre des peuples, mais entre des industriels. Elle est le résultat de rivalités économiques exacerbées entre une puissance montante, qui est l'Allemagne, et deux puissances déclinantes, qui est la Grande-Bretagne et la France. Donc, en gros, vu des métropoles capitalistes, les terres qui s'attendent au-delà des mers forment un vaste gâteau comme il l'appelait, dont il faut s'arroger les plus grosses parts possibles pour y exporter ses capitaux. Mais le partage des gâteaux ne se fait pas toujours dans la dentelle, comme nous l'avons vu. Il entraîne des conflits entre les puissances impérialistes et ces conflits deviennent de plus en plus féroces et particulièrement violents lorsqu'une puissance sur le déclin cherche à protéger ses positions, tandis qu'une autre en pleine accession cherche à s'étendre. C'est la situation de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne au début du XXe siècle. L'Empire britannique était en crise, tandis que l'Allemagne, après avoir connu un développement industriel important pour l'unification en 1871, cherchait à quand même étendre son territoire et à acquérir des colonies pour soutenir son développement économique. Et alors, cette contradiction allait provoquer des affrontements qui ont finalement conduit à la Première Guerre mondiale. Donc, tout le problème, c'est le problème du capitalisme. Parce que le capital a motivé l'impérialisme. Mais, mort en 1883, Karl Marx n'a pas vécu assez longtemps pour anticiper que le capitalisme, en suivant sa propre dynamique, évaluerait vers l'impérialisme. Mais l'autre aussi, mort en 1895, 2 ans après la mort de Karl Marx, Friedrich Engels a pu en observer les premiers signes quand même. Mais c'est Lénine qui a le mieux analysé le phénomène et les conflits inter-impérialistes qu'il devait provoquer. C'est pourquoi il préconisait que les ouvriers, qu'ils soient allemands, français ou britanniques, s'unissent pour renverser le capitalisme plutôt que de s'entretuer sur le champ de bataille. Malheureusement, ces ouvriers avaient été manipulés et influencés par l'élite européenne afin de contourner l'idéologie de Lénine. Mais malheureusement aussi, les sociodémocrates allemands et particulièrement l'un de ses principaux révolutionnaires, Karl Kautsky, ne partageaient pas l'analyse de Lénine. Et finalement, nous avons vu où l'impérialisme motivé par le capitalisme nous a mené l'un des plus sanglants conflits que l'humanité n'a jamais connu. Ce qui m'intéresse ici, pourquoi j'ai pris tout ce temps pour revenir sur ce processus? Donc, c'est pour vous pousser à comprendre que l'enjeu principal de la Première Guerre mondiale, c'était le continent africain. Et le capitalisme, qui est suivi de l'impérialisme, sont aujourd'hui les moteurs de l'économie mondiale. Autrement dit, la source des rivalités des pays européens qui a allumé le monde en 1914, l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité, s'est impliquée grâce à cette rue vers l'Afrique. Pour s'accaparer aux matières premières du continent, comme si que les populations autochtones n'avaient pas besoin de ces ressources. De plus, c'est le prolongement de ces rivalités interpuissances qui ont causé la Seconde Guerre mondiale. Car ce sont les conséquences de la Première Guerre mondiale qui sont devenues les causes de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Afrique était l'enjeu de la Première Guerre mondiale, mais elle était aussi logiquement la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on ne vous l'apprend jamais à l'école. Car du point de vue humain,
c'est immoral parce que des petits pays européens qui se sont donné la mission civilisatrice, qui sont venus en Afrique pour civiliser l'Afrique et les Africains, et finalement, ils ont vu d'autres choses beaucoup plus importantes que la civilisation, les matières premières, et ils se sont rivalisés les uns contre les autres, et cette rivalité a conduit à une guerre qui a coûté plus de 100 millions de victimes. Et donc, ce sont les mêmes pays civilisatrices, bien les pays civilisateurs qui ont tué plus de 100 millions de l'humanité. Est-ce audible? Ce n'est pas du tout audible. C'est pourquoi on nous apprend à l'école que des fables, des balivernes, pour ne pas révéler la cupidité, l'ignominie et l'incohérence de ces pays civilisateurs. Quand je vais expliquer le risque d'une guerre mondiale en Afrique, vous allez comprendre l'importance de cette partie et vous serez beaucoup plus conscient de la situation dangereuse que nous assistons aujourd'hui entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais avant cela, revenons un peu sur les alliances militaires usées de l'époque. Parce que quand cette ruée vers l'Afrique était devenue incontrôlable et la guerre fut inévitable, les pays européens commencent à former des alliances. Les rivalités coloniales ont cristallisé des tensions et antagonismes entre les pays européens, et ce qui est la raison fondamentale du conflit mondial de 1914. Et alors, les alliances et les courses aux armements. Entre le début du XXe siècle jusqu'à 1914, l'Europe vit une paix armée. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne crois pas à la belle époque. Car tous les États se présentent et se préparent à un potentiel conflit armé en profitant de leur essor économique pour se libérer, pour se militariser avec des armes du dernier cri. La compétition économique fait aussi des émules sur le plan militaire et ainsi les États veulent être mieux armés que leurs voisins. Et dans ce cas, se préparer à la guerre, c'est également forger des alliances cruciales. Et pour cela, donc, chaque État l'a vite compris, ainsi deux camps se sont rapidement distingués en Europe et en Méditerranée selon les intérêts stratégiques et coloniaux. Et donc, comme vous le voyez ici sur la carte, vous avez vu la triple entente et la triple alliance. La triple entente, c'est la France, la Russie et le Royaume-Uni. La triple alliance, c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Mais avait décidé de transhumer vers la fin de 1914. Et cette logique d'alliance a plusieurs effets, parce qu'elle cause l'accélération de la course à l'armement. Il y a aussi le renforcement des partenaires stratégiques et idéologiques, et il recrute aussi des soldats. Et qui dit recrute des soldats, on parle dans les colonies, des tirailleurs. Et donc, en somme, à partir de 1907 et surtout 1911, la guerre est déjà annoncée. On note parmi les causes de la Première Guerre mondiale aussi des minorités nationales et des nationalismes en Europe. En effet, durant cette période pleine de tensions, les minorités nationales veulent créer des États-nations et se libérer de l'emprise des grands États. Elles sont encouragées dans cette voie par les démocraties qui soutiennent, je vais dire même les soi-disant démocraties qui soutiennent les sentiments nationaux naissants, parce que quand ces démocraties ont compris que les ouvriers, avec leur fougue et leur organisation, à leur appellation les socialistes, ils allaient prendre le pouvoir et les bourgeois allaient perdre forcément leur hégémonie. L'élite changerait de camp ou bien l'élite n'existerait plus en Europe. Et toutefois, ces minorités sont un grand danger pour la paix
car elle entraîne des soulèvements et des alliances avec d'autres États, renforçant les antagonismes inter-européens. Depuis les pertes des territoires et donc perte des ressources, serait-elle dommageable aux États qui se préparent à un conflit armé. C'est pourquoi on a vu la mobilisation totale des sociétés, soutenue par le nationalisme et la propagande. Par exemple, en France, la situation est un peu particulière, car la défaite de 1870 a renforcé le sentiment national français, tout en inspirant une profonde haine de l'Allemagne, aux Français que l'on dit revanchard. Et ce sentiment de revanchisme est couplé à une montée du nationalisme dit ferme, c'est-à-dire l'extrême droite, avec son lot de joyeuseté. Cependant, ce revanchisme est bientôt supplété par une autre idée, celle de défendre la patrie face aux ennemis allemands. Encouragé par les progrès techniques, etc., ce nationalisme se transforme donc en partie en force pour partir au combat. Et de son côté, on a le Royaume-Uni, qui se considère depuis tout le 19e siècle comme l'empire colonial le plus important de la planète et la plus puissante du monde, et ayant le droit sacré de tout gouverner. Ils entendent assurer une certaine hégémonie, une certaine mise sur le monde, et cette aspiration renforce leur sentiment national puissant à l'encontre des Allemands qui leur font de l'ombre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, on a l'Allemagne. L'armée et la noblesse se sont progressivement unis autour de la guerre entre francophobie et libéralisme politique. Sous Bismarck, l'Allemagne établit une politique d'alliance avec les pays de l'Est sans s'étendre. Cependant, après son départ, le pays adopte Guillaume II une politique colonialiste et d'empire maritime. Ainsi, cela met l'Allemagne en concurrence avec la France et la Grande-Bretagne. Le nationalisme allemand augmente donc aussi sensiblement car les Allemands se considèrent rivaux à ces deux nations. Mais en réalité, le nationalisme est une fabrication de toutes pièces à la veille de la Première Guerre mondiale. Était juste fabriqué pour freiner les mouvements socialistes, c'est-à-dire la révolution qui allait se faire, bien, allait faire chuter le système capitaliste qui est en faveur des élites européennes. Il a été donc utilisé par les gouvernements pour créer une unité nationale et détourner l'attention des tâches sociales internes, en valorisant l'idée de la nation et en opposant les travailleurs des différents pays. Les élites ont aussi ont réussi à affaiblir, il faut dire, à affaiblir la solidarité internationale prônée par le socialisme qui allait remplacer la bourgeoisie, les ouvriers qui mouraient du joug capitaliste. Et donc, ils ont été piégés par l'élite européenne. Parce que quand la guerre a arrivé, tout a arrêté. On ne parle plus de manifestations, on ne parle plus des conditions de travail, on ne parle plus d'autre chose, rien que la guerre. Et donc, c'est là qu'ils ont tombé dans le piège de ces élites européennes. Et donc, c'est encore ce genre de nationalisme, cette manipulation qui est apparue au XXIe siècle avec des néoconservateurs, des néo-nazis et des partis d'extrême droite. Donc, pour finir cette partie, retenez que l'attentat de Sarajevo est souvent considéré comme la cause immédiate et ultime ayant donné lieu à la Première Guerre mondiale. C'est en effet le cas, mais pas du tout. Parce que si cela n'aurait été rien sans toutes les causes lointaines que nous avons vues jusque-là, ce qui était un incident grave entre l'Autriche, Hongrie et la Serbie est vite devenu improbable, un problème européen. Même si l'attentat de Sarajevo
n'aurait pas été la cause immédiate de la Première Guerre mondiale, forcément la cause serait bel et bien. Parce que les causes existaient déjà depuis plus de 30 ans. Et donc, il attendait qu'une étincelle et tout s'embrasse.